Bonjour à tous et bonjour à toutes. Et bonjour à nos amis qui sont là-bas dans le froid. Il paraît qu'ils neige même en ce moment en France. Comme on dit, pensez à revenir de temps en temps. Bien, alors ce matin, ce midi, on va recevoir dans un instant deux Nago, Myriam Nago-Lambert, bonjour. Et Rachel Nago, bonjour. Alors, bonjour. Qui est Myriam? Rachel. Ah, c'est Rachel et Myriam. D'accord, Myriam. ok. Enseignante spécialisée, directrice adjointe de formation continue et apprentissage de l'EFPIPA à Beau Campus de Guadeloupe. Elle va parler de cette lettre ouverte qu'elle a envoyée à la population de la Guadeloupe. Un peu plus tard, on va recevoir Elie Demouta, porte-parole du LKP, avec lui on fait un petit peu le point sur la situation sociale. On va terminer avec Madame Penda Marie Dembel, c'est la chronique de l'ASFO. Et José Thiolopin, mais c'est l'habitude, on parlera aujourd'hui avec elle. Elle nous a dit un sujet un petit peu particulier, oui, le bain-des-marées, qu'on connaît en début d'année. Sinon, on va faire rapidement un petit tour sur l'actualité. L'actualité, c'est l'interview de Maître Bernier, l'avocate de la famille de Goya, puisque vous savez qu'il y a eu une histoire encore en dehors de l'affaire Lambert. Il y a eu ce meurtre à Goyave. Une personne a été tuée par un gendarme hier. Et Mme Bernier explique un peu ce qu'elle est, puisque la famille s'est constituée partie civile pour savoir un peu ce qui s'est vraiment passé. On écoute son interview. Ce que je peux vous dire, c'est que la famille de la victime est aujourd'hui sous le choc, que les faits ont eu lieu un petit peu après 8 heures hier, que dès midi, je me tenais à la disposition de la famille pour les accompagner dans les premières démarches juridiques. Nous avons déjà pu porter plainte auprès de la gendarmerie de Capesterre-Belle-Eau. Ils ont fait valoir qu'ils entendaient se constituer partie civile pour que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Alors à ce stade, je n'ai pas accès aux déclarations des mises en cause. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai déjà des éléments qui me permettent en tant qu'avocate d'avoir un doute sur ce qui se dit déjà, en fait, parce que la victime, certes, était malade, il avait une pathologie qui était connue des mises en cause, c'était quelqu'un d'apprécié, d'intégré dans le quartier et qui n'était pas connu pour être particulièrement dangereux. Ça, je peux vous le dire. C'est quelqu'un qui était sous médication, qui était à jour de son traitement. Donc aujourd'hui, alors hasard du calendrier, vous n'ignorez pas qu'à Marie-Galante, il y a eu des faits un petit peu similaires, où une personne qui présente des pathologies quasiment identiques s'en est prise à des officiers de gendarmerie. Ceux-ci ont riposté en utilisant le taser. Cette personne a pu être maîtrisée, il n'y a pas eu mort d'homme. Donc moi, ce que je répète depuis tantôt, c'est que la plupart des forces de l'ordre font leur travail, accomplissent leur mission de la manière dont on peut s'attendre. Mais à chaque fois qu'il y a bavure, il faut que la justice passe. Et dans cette affaire-là, nous sommes déterminés à ce que la lumière soit faite sur ce qui c'est l'exactitude même des faits. Voilà, c'est ce qu'on peut dire pour l'instant, cette affaire qui rappelle un petit peu l'affaire Jean-Claude, c'était à Déhay il y a quelque temps, cet homme qui avait été tué par les gendarmes jusqu'à aujourd'hui. Toujours aucune mise en examen, ni rien du tout sur cette affaire. On va la suivre. Alors je reviens vers vous avec l'affaire que présente Mme Nago-Lambert. Bonjour, puisque vous avez fait une lettre ouverte présentant la situation de vos terres familiales. Vous avez des photos qui montrent que vous avez vécu là depuis votre enfance et aujourd'hui il y a un problème. Alors explication un peu. Oui, bonjour et déjà merci de nous recevoir puisque en fin de compte c'est la première fois que nous prenons la parole en public. Oui. Et nous sommes aujourd'hui ici parce que notre famille est en danger, véritablement. Donc nous, on est un peu les représentants de toute une famille Nago, nous sommes nombreux. Parce que nous avons reçu en juin 2023 un avis d'expulsion de la part des consorts Nesty, plus précisément de M. Guillaume Nesty, un avis d'expulsion de notre parcelle, l'habitation Saint-Angèle. Donc c'est une habitation qui a été achetée depuis 1921 par notre arrière-grand-père. 1921. 1921. Et vous avez les actes d'achat et tout, oui, tous les documents, alors, j'imagine. on a même un livre dans lequel on a retrouvé les références, un livre d'histoire, oui. Écrit par Daniel-Édouard Marissette sur Goyave. Il est assez spécialiste de la commune de Goyave, et on retrouve en 1921 Saint-Angèle, habitation de prêtre, dans les hauteurs de Bellevue, repas sommet d'un laïc, M. Jules Nago. D'accord. Bon.
Première chose, j'ai aussi donc mon arrière-grand-père qui avait un projet familial, d'ailleurs décède sur cette parcelle et sur son acte de décès que j'ai là, c'est bien écrit qu'en 1925, 25 ou 28, 25, il décède sur l'habitation Saint-Angèle. D'accord. Alors, il nous faut faire un petit historique. Allez-y. Pour savoir comment cette histoire avec les consorts Nesty, qui sont des béquets, pour ceux qui ne connaissent pas de Goyave, qui ont l'habitation Fortil, les plus grands propriétaires terriens, puisqu'ils ont à peu près 300 hectares de terre. Hein. Et votre terrain, quelle est la superficie de votre terrain? À peu près... En tout, on est dans les 50 hectares. On n'a pas, voilà. On a le bornage. On va vous montrer un petit peu les études de bornage qu'on a fait. Donc c'est, si vous voulez, donc je reviens, je fais un petit peu la chronologie pour qu'on puisse bien comprendre ce qui se passe, puisque dans les premiers temps, tout s'est bien passé. Avec les Nesty, on n'a pas eu de difficultés. Ce n'est qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale, avec M. Albert Nesty, qui est le fils du premier Nesty qui avait les habitations fortiles, qui harcèle véritablement un de nos oncles restés sur les terres pendant que tous les autres étaient partis pour l'appel du général de Gaulle. Donc, ils sont partis à la guerre. D'ailleurs, nous avons perdu un oncle. Donc, pendant cette période, les terres sont vides, sont restées vides. Donc là, on voit, ça c'est nous petits, hein, il y a des photos qui défilent. Donc, on voit que même, donc je suis sur la photo toute jeune, qu'on est sur nos... Vous êtes sur la photo, là? Oui. Le petit short jaune, c'est moi. Ah, d'accord. Je crois qu'en noir, au fond, c'est Myriam, qui est légèrement plus jeune que moi, mon frère, mes cousins. Donc, on a véritablement grandi sur cette parcelle, mais pas que nous. Hein. J'ai un oncle qui est né sur la parcelle, qui est encore vivant, qui vit à Goyave. Alors, voici Clotaire. J'aime beaucoup cette photo. Elle est dans ma chambre. Et c'est grâce à lui, si vous voulez, qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons toujours nos terres. Pourquoi? Parce qu'il a résisté quand tous les hommes Nago étaient partis en guerre, dont mon grand-père, dont mon oncle Roger, qui est décédé d'ailleurs à la guerre, mon grand-père, je l'ai dit. Donc les hommes Nago sont partis à la guerre et pendant ce temps, donc les Nesty ont essayé de s'accaparer les terres. Ils n'ont pas réussi. D'accord. Ils n'ont pas réussi, mais au vu de cette frustration, quelques années plus tard, c'est à coup de tribunaux, si vous voulez, qu'ils ont essayé de récupérer, coûte que coûte, ces parcelles, enfin ces terres, cette habitation Saint-Angèle, sur laquelle nous avons toujours vécu. Il faut savoir que ma grand-mère, j'ai aussi sa photo dans ma chambre, a élevé ses enfants sur cette parcelle parce qu'elle avait été achetée avec une maison, et c'est écrit sur l'acte de propriété que nous avons, où c'est bien stipulé que nous avons acheté 4 000 francs. Hein? Oui. Donc on a les éléments. Et elle a élevé toute sa famille-là, dont M. Emmanuel Nago, dont nous allons parler tout à l'heure, qui a reçu précisément un acte d'expulsion. Et donc en fait, nous avons toujours habité sur nos terres. Toujours. Mais à quel moment le problème s'est posé récemment? Pas récemment, puisque ça fait 71 vous avez déjà appris la guerre, vous avez déjà appris la guerre. Oui. Voilà. Oui. Alors, je crois que c'est dans les années 50 que nous avons eu la première action judiciaire de la part des Nesty. Et sur l'action judiciaire, qu'est-ce que Nesty demandait? Alors, les Nesty revendiquent catégoriquement les parcelles. Alors, régulièrement, nous avons reçu des demandes d'expulsion. Je sais que dans les années 50 ou 60, j'ai pas tout en tête, ils ont réussi à faire détruire une parcelle de canne de mes cousins. Donc toujours, on a été inquiétés. À partir des années 50, ça a commencé. Bon, ils ne s'attendaient certainement pas à ce qu'il y ait une sorte de résistance, puisque les parents savaient lire, savaient écrire, savaient rédiger des actes, savaient aller voir les notaires. Donc il y a une sorte de résistance juridique, mais les tribunaux ne nous ont jamais suivis. Pourtant, on a fait, même récemment encore en 2014, une étude, comment on appelle ça, une étude foncière qui justifie tout à fait notre propriété. Parce qu'il y a un plan du cadastre quand même qui existe.
Exactement. Oui. Bon, alors là, au jour d'aujourd'hui, c'est véritablement les interrogations que nous avons. Parce que nous avons entendu également que nous ne sommes pas les seuls dans cette situation. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avions... notre parcelle s'appelait AD53. Oui. Disparue, volatilisée. On la retrouve en AD80 sur comment on appelle ça, l'héritage d'Enesti. D'accord. Notre parcelle disparaît. Elle apparaît sous un autre numéro sur les parcelles d'Enesti. De plus, on se pose une question. Une parcelle change de numéro. Oui. Je ne suis pas experte, à ma connaissance, quand il y a une vente. On n'a jamais vendu. On n'a jamais vendu. Il n'y a pas eu de vente. On n'a pas eu de vente. Ils ont essayé d'acheter, hein, oui. puisqu'on a une lettre de Robert Nesti, j'ai envie de vous lire un extrait, oui. qui dit en 1994 à mon oncle, ah, mon grand-père a essayé de vous acheter les terres sans succès. Il n'y a pas eu. Il le dit noir sur blanc, il nous écrit habitation Fort-Île vers habitation Saint-Angèle, mais vous comprenez qu'au jour d'aujourd'hui, nous vous traînons devant les tribunaux, etc., etc. Donc, quelque part, les administrations qui garantissent la sécurité de nos terres, de notre quiétude, nous avons acheté les terres, ça fait plus d'un siècle maintenant. 1921, vous avez dit 1921. Oui, oui. Donc ça fait plus d'un siècle. 1921. Oui, oui. On n'arrive pas à comprendre le fonctionnement. Qui peut nous expliquer ce qui s'est passé dans ces changements de nom de parcelles? D'accord. À partir de là, ça a été une difficulté pour nous de nous débattre au niveau des tribunaux. Justement, j'avais posé la question, au niveau du tribunal, vous êtes présenté au tribunal, qu'est-ce que ça a donné? Quelles sont les premières... Ce qu'il faut retenir, c'est que surtout, il y a une série d'irrégularités sur les pièces qui ont été présentées par l'Enesti, qui fait quand même si nous avons en notre possession ce qui est la réalité, oui. Entre déjà ce qu'a dit tout à l'heure Rachel, en parlant du changement de parcelle de AD53 en AD80, ou encore quand il se présente un acte notarial de 68, alors que le cadastre même n'existe que depuis 75. Donc, quand on fait... Avec le numéro de la parcelle. Avec le numéro de la parcelle, sur ça. Et c'est là où on se questionne, on se dit, mais même si nous on est venus, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, nos parents, puisque nous on se trouve la nouvelle génération qui subissons cette situation, mais nos parents en amont, troisième génération, ont travaillé là-dessus. Avec leurs documents, il y avait cette incohérence qui fait que, par rapport aux documents qui avaient les consours Nesti, qui fait qu'effectivement, pour l'instant, tout ce qu'on a entrepris a été vain. Enfin, votre avocat quand même suit l'affaire. Ah, il suit l'affaire, ça c'est sûr, puisque de façon, justement, on a mis en place une cagnotte pour être accompagné par la population, pour nous accompagner sur ces démarches au niveau des tribunaux, hein, parce que c'est clair qu'on ne va pas rester sans rien faire, on va réagir. D'autant plus ce qui nous amène ici, hein, puisque, outre tout ce qui s'est passé en amont, il y a actuellement quand même une expulsion sous laquelle mes parents se trouvent. Mon père qui a plus de 80 ans, ainsi que ma mère, sans parler d'une de mes sœurs qui a 3 enfants, dont une qui est en situation d'handicap et qui bientôt perdra la vue, qui se trouve sur cet acte d'expulsion. Passage de huissier. C'est le tribunal qui a exigé une expulsion? En 2023, c'est le dernier arrêté du tribunal que nous avons eu. C'est cette notification et c'est pour cela, hein, quand on fait l'historique, hein, on se retrouve 71 ans plus tard, 71 ans. Encore dans cette situation, à se défendre et avec quand même des membres de notre famille, et là, nous sommes impactés directement, qui se trouvent à la rue, qui seront à la rue. Alors, je vous pose la question quand même, au niveau de la commune, de la mairie, il y a quand même des écrits, des choses quand même qui attestent. Retour, hein. On n'a rien retrouvé? Qui atteste, c'est-à-dire? Oui, mais la présence familiale, oui, la propriété, nous avons les actes de propriété. Un dossier invraisemblable où nous avons même, ça c'est nos parents qui sont plus là, hein, d'ailleurs, pour la plupart sont déjà décédés, donc nous sommes la nouvelle génération, mais qui ont fait un travail formidable où il y a même les témoignages avec des photocopies, j'ai un dossier gros comme ça, avec les photocopies. Et le tribunal n'en tient pas compte? N'en tient pas compte, même de l'étude foncière, juridiquement légale, hein, qu'on a fait avec une étude qui a bien déterminé que nous étions dans nos bornes, que nous étions dans l'habitation Saint-Angèle, que nous l'avions acheté et qui a déterminé tous les voisins qui sont toujours là. Et
ce que j'ai envie de préciser quand même, c'est qu'à la base, nous sommes séparés à l'origine de l'habitation Fort-Île par une ravine, la ravine Ferré. Oui. C'est un cours d'eau. Or, au jour d'aujourd'hui, quand les Nestis nous demandent notre habitation, c'est qu'ils enjambent au jour d'aujourd'hui la ravine. Donc, même ça, c'est assez invraisemblable. Donc, si vous voulez, quand on lit tous les documents des tribunaux, on ne comprend pas. On ne comprend pas, on n'avance pas. Et on est presque arrivé au bout du bout, hein, puisqu'on est toujours resté, nous, dans des procédures, comment dirais-je, posées, essayer de répondre aux tribunaux. Ça n'a jamais marché. On ne nous a jamais entendus. On ne nous a jamais écoutés. Donc maintenant, c'est une action populaire. Donc, mais c'est une action populaire. Aujourd'hui, c'est vrai que nous battons pour notre famille, hein, puisque Myriam est directement impactée. Elle est digne comme ça aujourd'hui, mais c'est son père, hein, qui a 80 ans, qui est souffrant, cardiaque malheureusement. Ma jeune cousine qui n'a que 15 ans, qui a une maladie génétique rare. Ils sont que 300 à avoir cette maladie génétique au monde. Elle est sur la parcelle. Donc, ce sont des gens qui sont déjà dans leurs difficultés. À qui on demande de partir 71 ans plus tard. Nouvelle génération de Nestis, hein, puisque les anciens sont déjà décédés avec nos grands-parents même. Donc l'affaire continue et n'en finit pas. Donc on nous voit encore là très jeunes. Ça date de 40 ans ces photos. Il n'y a aucune communication avec les Nestis sur cette affaire. Tribunaux contre tribunaux, avocat contre avocat. Nous ne pouvons pas avoir un dialogue, un discours avec eux, puisque véritablement, si je vous lis même la lettre de Robert Nestis de 1994, on voit quand même la mauvaise foi, puisque dans son courrier que j'ai là, ce monsieur dit nous n'avons pas pu acheter votre parcelle, mais donc bon, à partir de là, quel discours peut-on avoir? Et puis nous n'avons eu cesse d'avoir des actes d'expulsion. C'est pas les premiers. Il y a eu beaucoup d'affaires. Moi-même, j'en ai reçu. Hein. Ça fait 10 ans de ça. Donc régulièrement, nous n'avons jamais pu, si vous voulez, alors que c'était le projet de Jules Nago, qui était avant-gardiste, hein, parce qu'acheter une habitation en 1921 dans un État colonial, c'était vraiment puissant. Je ne sais pas, vous imaginez, c'est un gros travailleur qui était maréchal Ferrand, je crois, donc qui avait des affaires et qui a réussi et qui a travaillé pour les générations futures. On a toujours eu ce message, il voulait des terres propres, des terres médicales où on plantait, où on ferait des champs. Et au début, il y a eu ça. Et au jour d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire prospérer notre patrimoine foncier. Alors, la dernière, je vous pose la question, la dernière décision du tribunal dit quoi aujourd'hui? Dit qu'on doit partir. Ah bon? Ça date de quoi? Juin 2023. 2023? Oui, là. Sur l'ensemble de Saint-Angèle, sur tout le terrain? Ou bien sur une partie? Sur une partie, sur la plus grande partie, notamment celle où il y avait l'habitation de la grand-mère, la case où elle a élevé ses enfants. Donc déjà, incompréhension de revendiquer cette parcelle-là, où Emmanuel a sa maison depuis 50 ans. Donc c'est cette parcelle-là. Alors, ils avaient des avis d'expulsion un petit peu sur tout l'ensemble au départ. Et puis là, ça s'est cantonné. On a reçu un seul, c'est Emmanuel Nago, au jour d'aujourd'hui. Un seul, avec une demande de somme à payer quand même au jour d'aujourd'hui d'astreinte de 14 000 euros. 14 000 euros. 14 000 euros. Il est redevable de 14 000 euros. Mais alors, vous avez attaqué cette décision? Alors, nous souhaitons le faire, là. Justement, nous avons rencontré un avocat. Nous pataugeons, là, un petit peu. Alors, nous, on est un peu démunis au jour d'aujourd'hui. On s'est rapproché du collectif LCDM, un collectif populaire qui abat. Parce qu'on a découvert aussi qu'il y avait d'autres affaires au Moule, à Petit Canal, à Sainte-Rose. Des affaires où il y a des incompréhensions au niveau des pièces. À Trois-Rivières, oui. Alors, je ne connais pas bien le fond des affaires, mais on se rend compte qu'on ne le savait pas. Nous ne sommes pas tout seuls. Donc, on est là aussi pour alerter la population. Et c'est pour ça qu'on vous remercie de nous accueillir aujourd'hui sur votre plateau, hein, parce que bon, c'est vrai, on a un petit peu commencé à en parler autour de nous. Mais aujourd'hui, je crois qu'il faut que les Guadeloupéens, nous tous, nous soyons attentifs à ce qui se passe. Je ne sais pas comment cette histoire-là va se terminer, sachant que nous ne partirons jamais. Ça fait un siècle que nous sommes là. Vous êtes en résistance, j'imagine. Nous sommes en résistance. Oui. Alors, est-ce que, enfin, je posais comme la question, est-ce qu'à votre niveau, il y a un petit comité qui est créé pour pouvoir vous défendre
ou bien un comité de la famille Nago, ou bien d'autres personnes. Oui, nous sommes, c'est dans ce cadre-là que nous sommes là, puisqu'il y a déjà le comité, déjà la famille Nago, où on est dans cette démarche de médiatisation, de travail, on travaille ensemble, on travaille aussi avec les avocats. En fait, là, on s'est rendu compte, ça fait 71 ans qu'on se bat, qu'on a en main des supports qui sont viables et en face, quand on va voir les cas d'assez hautes, eh bien, on voit toutes les égalités qu'on a citées tout à l'heure, des changements de nom de parcelles, on n'avance pas. Et c'est pour ça qu'on a besoin que la population nous soutienne véritablement, parce que vous savez que c'est lourd à porter quand on parle dans cette démarche. Et donc, il est vraiment important que la population européenne puisse comprendre que, comme on disait, ils ne sont pas les seuls concernés, mais on a besoin d'être accompagnés. D'accord. Donc, c'est un appel, on peut dire que c'est une alerte que vous faites aujourd'hui, vous concernant, mais qui s'étend à d'autres personnes de la Guadeloupe. Alors, sur le prochain, enfin, j'ai envie de poser la question quand même, le prochain épisode judiciaire, c'est quand ? Eh bien, on ne sait pas encore. Là, vraiment, on est en train de mettre les choses en place, de comprendre quelle action on peut mener, puisqu'on est arrivé au bout des actions juridiques qu'on pouvait mener, en fait. Maintenant, on a un avis d'expulsion. Alors, que faire ? On doit être conseillé par un avocat. Donc, c'est pour ça que nous avons créé une cagnotte également pour qu'on puisse nous accompagner, parce que ça va sans doute coûter cher. Donc, voilà où on en est. Bien. Oui. Mais écoutez, c'est une affaire un peu particulière. On va s'efforcer de suivre. C'est sûr que vous nous donnerez des informations au fil du temps. Sur tous les épisodes judiciaires, qu'on sache un petit peu ce qui se passe. Bien sûr. Et peut-être même un jour faire venir ici votre avocat, qui va peut-être donner l'aspect juridique de cette affaire. Parce que visiblement, c'est une affaire qui remonte un siècle avec beaucoup d'épisodes. Beaucoup. Mais il y a un aspect juridique, parce que ce qu'il faudrait essayer de savoir aujourd'hui, c'est quoi vous reproche le tribunal au regard de ce que vous dites. Parce que si vous avez des documents justifiant la propriété, il est difficile. Mais je sais très bien qu'en Guadeloupe, il y a déjà eu beaucoup d'affaires de ce type-là. À Sainte-Rose en ce moment, sur les terres de Daubin, ça a exactement le même problème avec un béquet aussi. Donc, ça veut dire que, j'ai envie de dire qu'on n'est pas sorti de la colonisation, malgré ce qu'on a dit. En tout cas, merci mesdames d'être venues. Merci à vous de nous avoir accueillis. Bon courage. Merci. Comme on ne dit pas laguer. Et puis, on va suivre cette affaire, on garde le contact. Voilà, il est 12h54, on prend la première pause et on se retrouve tout à l'heure avec Eddie Domota. On va nous poser la question quand il viendra aussi, ceux qui pensent de ce genre d'affaires. À tout à l'heure. 12h59, nous reprenons le fil de notre ZCL. Dans un instant, on va recevoir Elie Domota et porte-parole du LKP, et Mme Panda Marie Dembel, qui est aussi directrice générale de l'ASFO. Avec eux, on va faire le point. Alors, rapidement, on revient sur l'affaire Lambert, puisque l'affaire Lambert est arrivée hier devant les tribunaux, et le bailleur semble être condamné à réparer les ex-locataires. On regarde un peu ce reportage. J'ai récupéré la décision de justice ce matin où j'ai été donc débouté moi de toutes mes demandes de mon avocate, et les parties adverses ont été consolidées dans chacune de leurs demandes, c'est-à-dire entre autres de récupérer leurs effets personnels, de récupérer leurs biens, de récupérer donc tout ce qui est démontable, et de récupérer des véhicules qui ont été laissés sur l'enceinte de la propriété. Je viens de prendre connaissance avec mon client de la motivation de cette décision. Je confirme ce matin qu'elle est plus que contestable juridiquement, que j'ai le sentiment qu'à travers Monsieur Lambert, c'est tout un collectif pour lequel je n'interviens pas, qui a été sanctionné, qu'on a voulu faire taire des velléités d'autres propriétaires qui se disaient dans la même situation que mon client. Il faut qu'on comprenne bien que le LCDM dont on parle dans ce papier, parce qu'ils sont cités dans ce papier, n'a pas expulsé Madame Muguet-Maud et Monsieur Melon Jean-Pierre et leur enfant. Ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Ils n'ont pas ni expulsé ni exfiltré. C'est pas vrai. Ces personnes sont parties. Elles sont parties, elles ont quitté le domicile. Et ce domicile est resté vide.
J'ai personnellement conseillé à M. Lambert d'interjeter immédiatement appel. Donc il est en réflexion. Il devrait se prononcer très très rapidement parce qu'il me semble que cette décision-là, on ne doit pas la laisser passer. De la bouche de gens qui sont suffisamment bien renseignés, c'est-à-dire des instances, je sais que ça va prendre du temps. Mais ce que je dis à la population, c'est que je n'aurais pas pu attendre ce temps-là sous une tente. Je n'aurais pas pu attendre ce temps-là avec une femme enceinte. Ma femme n'aurait pas accouché sous une tente. Vous comprenez? C'est ça qu'on essaie de dire aux gens. Là, maintenant, on est chez nous. Donc, on s'apaise, on voit venir les choses. Vous le savez, une procédure judiciaire, j'ai l'habitude de le dire, c'est un combat. Ce qui compte, c'est la décision définitive. On est sur une décision qui est susceptible d'appel. Et je crois que mon client ne pourra pas en rester là, de toute façon, puisque je n'ai pas d'explication juridique à cette décision. La population a été solidaire, nous a aidés et continue à nous aider. Et nous acceptons ce soutien, nous le recevons avec beaucoup de joie et beaucoup d'amour. Mais ça n'aurait pas été possible si j'étais encore sous cette tente et seul dans la situation où nous étions. Là où nous en sommes pour cette affaire, on a vu tout à l'heure une autre affaire. Elie de Mota, on a envie de poser une question là. C'est un esclavage aboli. Juridiquement, oui. Mais la pérennisation de la domination coloniale, c'est ça qui ressortit dans le décret d'abolition du 27 avril 1848. Il ne faut pas oublier que le premier article là a dit que l'esclavage aboli, mais que l'article 4 là ou l'article 5 là a dit qu'il y a indemniser les propriétaires d'esclaves. Et c'est ça en 1849 qu'il y a fait. Et il y a indemniser les propriétaires d'esclaves pour pérenniser la domination coloniale et pour pérenniser la domination blanche sur la majorité noire. Et donc, les institutions françaises et toutes ces structures-là qu'elles ont créées à partir de là, c'est des institutions racistes. Les institutions françaises décidant, c'est des institutions qui construisent sur des préjugés racistes qui ont perduré depuis la nuit des temps. Donc, si vous fait ça, c'est qu'ils ont considéré que le noir et qu'on dit mettre de tous ceux qui tirent son origine de cette couleur, c'est des sous-hommes et que l'homme, c'est le blanc. Donc, le décret d'application, il y a dans l'esprit là ça. Les déclarations d'abolition, que ce soit Léo Labaster, que ce soit à La Réunion, qui a bien posé problème là comme ça, et la loi d'indemnisation de 1849 qui a posé problème là comme ça, et tous les textes qui a posé problème là comme ça. Et d'ailleurs, l'actuel ministre des Outre-mer, quand il a créé Morceau Vigier là, Morceau Vigier dit très clairement que la colonisation n'est des bienfaits. Donc les institutions françaises, c'est des institutions racistes et négationnistes. Les gouvernements-là, à travers attitude et à travers décisions qu'ils prennent, ils ont une attitude raciste et négationniste vis-à-vis de nous. Bien, alors, pour nous parler de la Guadeloupe, là, nous avons l'optique qui passe en 2023, nous PO fait tout ça, ils vont passer. Qui j'ai encore analysé la situation de la Guadeloupe là en 2024? Oui, vous savez, moi toujours rester optimiste, hein. C'est moi qui la pêche. Des fois on prend un bitin, des fois on pas prend rien. Donc il faut rester optimiste, sauf que oui, situation là très grave, très grave. Les soi-disant les politiques publiques mises en œuvre depuis tantôt, t'es qui porté fruit, pas ni pon fruit. La population guadeloupéenne qui a vieilli, la population guadeloupéenne dans son ensemble qui a diminué. Nous rendons compte que le taux de chômage des jeunes qui a dépassé les 60%. Je dis là, si nous si vous avez envie de travailler, ben, quand vous avez faire le plus souvent, vous avez prendre un avion, vous avez partir, vous n'avez pas virer. Mais c'est ça qui est arrivé nous aujourd'hui là. Et donc, vous pouvez nous, SIOM, Comité interministériel de l'Outre-mer, vous pouvez nous, députés, sénateurs, vous pouvez nous, congrès, vous pouvez nous, feuille de route, nous toujours dans la même situation là. La domination coloniale qui a mené nous à la mort. Et que ce n'est pas là qui est habillé, ou que changer linge là, ou que bail non département, ou que bail non région, ou que bail non région ultra-périphérique, ou que bail non département français d'Amérique, ou que bail non autonomie, que ça qui changé à rien. La domination coloniale, c'est qui restait toujours la domination coloniale, quel que soit linge là ou mot foisé éveil là. C'est pour ça que nous, LKP, depuis 2009, nous évoluons dans position, nous, aujourd'hui là, depuis quelques années, nous avons dit très clairement, pleine souveraineté et l'indépendance nationale. C'est pour ça qu'il faut nous gommer. Il ne faut pas nous croire qu'il faut ni des étapes pour évoluer d'un point de vue. Je suis désolé. Nous tous, nous voués à être des papas et des mamans enfants. Et au cas où, papa et maman enfants, pas me voir en qui et pourtant au café.
Eh bien, je dis là, il faut nous prendre pays en nous en main et arrêter quoi que c'est là nous qui suivons les directives venant de Paris, de Bruxelles, que nous qui évoluer vers Kibitin, nous qui évoluer vers la mort et la disparition. Alors, au niveau national en Guadeloupe, est-ce que n'est pas arrivé pour nous sembler, parce que vous parlez d'LKP, LKP en 2009, ou en cas changé, c'était un grand semblé à toute organisation. Je là, malheureusement, on radio ça, lui, on savent ça, ils ont le chirage toujours. Est-ce que le moment n'a pas arrivé pour nous sembler? Le principal problème là, c'est qui place nous cabas le mouvement ouvrier et la libération sociale dans l'analyse politique que nous avons fait à pays là. Oui. LKP, c'est un assemblée et qui est principalement piloté par des organisations syndicales ouvrières, notamment l'UGTG. D'accord. Et après, quand nous voyons, les organisations politiques qui étaient dans LKP, pour la plupart, ils ont parti et ils ont créé Bitin à côté. Ils ont créé le FPAC, le Fonds patriotique anticolonialiste, mais l'organisation ouvrière n'a pas été dedans. Et après ça, laisse à couler, ils ont créé le pacte, mais toujours avec des organisations politiques. Et à chaque fois, nous rendons compte qu'il y a une aversion du mouvement ouvrier. Et c'est pour ça, je dis là en Guadeloupe, on a pensé qu'il faut, les organisations patriotiques, ils ont dit très clairement qui position vis-à-vis du monde ouvrier. En cas changé, en fait, des camarades de la remarque. Là, en 2021, le mouvement nationaliste décidé de aller aux élections régionales. Oui. Mais j'ai oublié qu'il a été maquillé en 4e de couverture à l'aide d'investiture là. À l'accumulation inféconde des luttes sociales, nous préférons la révolution politique démocratique. Or, le moteur du changement dans toutes les civilisations humaines, ce sont les luttes sociales. C'est les luttes sociales qui ont mené évolution à le code du travail, évolution à le code électoral, qui fait que moun voter, qui fait que moun libérer. C'est les luttes que travaillaient et pète mené qui ont fait l'évolution. Et donc, ça veut dire que je dis là, il faut mettre ça sur le tapis, on a raison de poser. L'unité, oui, mais l'unité autour de quoi? Est-ce que nous avons subordonné, comme nous avons envie de dire dans les années 70, subordonné la lutte de classe à la libération nationale, ou bien réellement, nous avons mis les peuples, les travailleurs, d'un combat pour la libération sociale et nationale de travailleurs et de peuples guadeloupéens. LKP pour ça. C'est pour ça nous y est. Oui. Et nous avons dit, nous avons répété, libération sociale, libération politique à pays là, dans le cadre d'un projet pour nous aller vers l'indépendance nationale, la pleine souveraineté. Alors, nous, notre problème posé, il de Mouta, et qui est opposé ces jours-là, ça encore, c'est un monde qui a voté pour le Fonds national. Aïe, aïe, aïe. Oui. Qui j'en vous analyser. Alors, même on bitin pli, il va dire ah ouais, même mon LGTG qui il va voter pour le Fonds national et il a poussé ça. Non, vous savez, en 2020, pour nos médecins qui n'ont pas connu tabaïf, ils ont un camarade dans moi dit moi il faut médecin là proposer vaccin et médecin là dit Domota vacciné. Et médecin là a fait propagande pour dire prends piquiao parce que Domota aussi pas vacciné. Donc c'est même bitin là. Non, faut nous parler bas peuple nous. Oui. L'extrême droite, c'est la mort, c'est le nazisme, c'est le fascisme, c'est l'esclavagisme. Il ne faut pas nous jouer, c'est le racisme et la xénophobie. Il ne faut pas nous jouer avec ça. Il ne faut pas nous dire, ah ouais, mais un tel font un coup, pourquoi pas bailler un coup? Non, l'extrême droite, c'est la mort, c'est le négationnisme, c'est l'esclavagisme. Alors, il y a un discours populiste. Ça veut dire qu'il y a dit où ça on vit en. Il y a dit où ça on vit en et on va comprendre. Le meilleur allié du pouvoir central capitaliste, c'est l'extrême droite. Dans tous les régimes politiques, et une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ils ont traité, ils ont taillé les immigrés, ils ont taillé les gens qui ne sont pas même coulés, ils ont taillé surtout les lois sociales et ils ont fait rien à travailler. Et c'est pour ça qu'il faut nous parler de nous. Il faut nous parler de nous et il faut nous oser parler de nous pour nous dire non. C'est pas le ça ne veut pas dire que Macron est meilleur, ça ne veut pas dire que l'Irel est meilleur, que les partis socialistes sont meilleurs. Non, mais il ne faut pas Guadeloupéen. Connaissant l'histoire humaine en nous, mais connaissant également l'histoire du mouvement ouvrier, nous à aucun moment fricoté avec ces mondes-là. D'accord? L'extrême droite, c'est un danger pour la démocratie, c'est un danger même pour l'humanité. Et donc, il faut, nous, Guadeloupéens, nous poser problème. Et d'ailleurs, avec syndicat, moi, l'UGTG, LKP pas quoi exister. Rappelez-vous, il tenait des cabales contre les populations haïtiennes et dominicaines en Guadeloupe. L'UGTG prend position. Et position là, ça, c'est même position que les camarades qui transpiré en disant LKP. Et d'ailleurs, Adam veut en nous pour la nouvelle année. C'est pour ça que nous rajoutons une fois ici ça. Justement, contre la xénophobie, contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Et ça va permettre de faire le lien avec, par exemple, Haïti.
la France sortit pour une loi sur l'immigration, une loi raciste et xénophobe. Voté par 2 députés guadeloupéens. Oui, 2 députés français d'origine guadeloupéenne. Ça n'a pas nous qui servi là, c'est député à la France. D'accord? Eh bien, attendre le Parti socialiste qui a voulu la boue. Mais il faut pas oublier qu'en 2015, il a fait un congrès à Bastère qui était piloté par Lirel et Gillot. Toute la Guadeloupe était à gauche à l'époque. Et quand il a demandé au gouvernement là de prendre comme texte, un texte qui était fait que les ressortissants haïtiens, étrangers, mais pas dit haïtiens, puis c'est un texte anti-haïtien, qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en Guadeloupe, un jugement d'expulsion. Eh bien, le recours là qui a déposé devant le tribunal là, pas suspensif. D'accord? Ça a fait. Et donc ça, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. Au cas où est un étranger à Paris, il n'a pas ni papier, il a fait un recours là suspensif d'expulsion. Au cas où arrêter un étranger en Guadeloupe, il a fait un recours là pas suspensif d'expulsion. C'est là où il va pas au prince, il va utiliser et va changer, ni en été expulsé en plein cyclone. Et donc, c'est pour ça que nous avons mis tout le monde devant responsabilité à eux. Et en même temps, nous avons dit, non, pas d'intervention militaire en Haïti, puisqu'il y a 12 millions de monde en Haïti. Je dis là, les gangs qui ont sévi en Haïti, ils sont alimentés par le physique à Miami. Hein. Donc, si les Américains envie physique pas rentrer en Haïti, ils sont capables. Et il y a 12 millions d'Haïtiens. Là, la guerre civile qui a commencé, avec l'arrivée des troupes du Kenya qui viennent pour tuer les gens en Haïti, combien de milliers d'Haïtiens qui arrivent ici dedans. D'accord? Et donc, on nous réfléchit à tous ces bitins-là, c'est pour ça que nous avons parlé. Non, solidarité vers le peuple haïtien, que le peuple haïtien réussit, les voies et les moyens, puis il mettre à casa une autorité politique pour le pays et faire en sorte justement que l'amitié et l'amitié entre les peuples nous nourrit. Qui feuille de route à l'LKP pour 2024? Eh bien, nous pouvons déterminer feuille de route là, mais rentrer solennelle en nous pouvons faire le 20. Le 20 janvier, puis c'est l'anniversaire à LKP, par une conférence où nous avons plusieurs interventions. Une intervention justement avec un militant politique directement en Haïti, pour parler nous de ça qui vivent en Haïti, un militant politique et syndical, ça qui vivent en Haïti, et pour nous bien dire à tous les ressortissants guadeloupéens et toute la communauté internationale, puisque jour là, ça c'est une journée internationale de solidarité avec le peuple d'Haïti à travers plusieurs pays de la zone Caraïbe et en Amérique du Sud également. De dire non à l'intervention militaire des troupes du Kenya, payée par les États-Unis et financée par les États-Unis et orchestrée par l'ONU. Ça va remettre en cause intégrité à pays là et ça va remettre en cause souveraineté à pays là. Deuxième intervention qui est jour là, ça c'est intervention à M. Gilles Devers qui est avocat à les Palestiniens et qui est initiateur de la plainte pour génocide devant la Cour pénale internationale qui a instruit ces jours là ça. D'accord? Qui font une intervention pour nous, pour dire, mais qu'à ça y est, la Palestine. En qui genre l'État d'Israël, c'est un État colonialiste qui rentrait, qui créait sur les terres de la Palestine, et en quoi ça y a passé à Gaza aujourd'hui là, c'est un génocide. Qu'il y a une intervention, c'est ça. Et troisième intervention, c'est qu'il y a LKP pour reparler de la question de l'autodétermination de la Guadeloupe, de la question de l'indépendance nationale et de bien faire comprendre à la population guadeloupéenne que cette histoire d'autonomie que vous racontez nous là, c'est ni plus ni moins qu'un rempart pour nous pas jamais vrai chimère à l'indépendance. Est-ce que le 20 janvier, on a posé une question là comme ça, LKP a invité les organisations anticolonialistes guadeloupéennes? Nous pas qu'à inviter, pas monde précisément, mais tout le monde qui recevra l'invitation là, et le monde qui a envie de prendre la parole à l'issue des débats, qui prend la parole. Nous avons fait une conférence pas ni longtemps, ni les camarades du Parti communiste combat ouvrier prendre la parole. Mais nous ne pouvons pas inviter un monde à venir prendre la parole spécialement. Mais tout le monde qui a envie, c'est un butin public. Hein? Tout le monde qui a envie qui peut venir. Alors, vous savez quoi, enfin, pour notre position, on va poser une question là. Quand même, hein, en mois de juin, il y a un congrès des élus. Enfin, vous savez. Et pas ni longtemps, nous voyons le SBAR en drapeau. Enfin, l'autre jour, nous avons des discussions. Voilà, vous savez, bon, encore respecter le drapeau à tout le monde. Mais désolé, hein, je dis là, le drapeau à l'UPLG, pour moi, il pète caractère révolutionnaire. À partir du moment que vous te mettez à côté à drapeau à l'État français et à l'Europe, pour moi, il n'est pas contestataire encore, il vient subordonner. Et là, les envoyés à côté à l'OSBAR, on dit, bon, ben voilà, ça a confirmé sans penser. Malheureusement, je dis là. Donc, moi, je ne pas quoi au SIOM, je ne pas quoi au Congrès. Et d'ailleurs, il faut nous comprendre bien le message à l'État français. L'État français mettait en ministre des Dômes, madame là, actuelle présidente de l'Assemblée nationale, maman restait 3 jours. Ouais. Et pourtant, madame là, il fait allocution d'entrée, il dit, ouais, non, il est très heureux, il a baillé à 100% pour les Dômes. Il restait 3 jours. Ils mettent un petit bug là, le connu,
Tu crois pas qu'on est à rien avec là, tu dois rester là quelques mois et va disparaître. Après ça, ils mettent Karenko. Karenko vient avec feuille de route pour de l'eau, nous pas ni de l'eau. Karenko dit comme ça, il a fait le siom, il fait le siom le 18, le 19, il faut y aller. Et ils mettent un bouc en place à y vigier, pourquoi pas qu'on est ici dans rien, sans qui propose négationniste et méprisant il y a les gars en nous. Donc à un certain moment, il faut nous comprendre. D'accord? Il faut nous comprendre. Il y a un coup de pied, il y a un tape, il y a chirer l'injao. Mais à un certain moment, il ne faut pas arrêter là. Et donc c'est pour ça. En nous débattre, en nous discuter, en d'accord, en nous parler d'unité, mais l'unité dans l'action pour nous payer vers l'émancipation sociale nationale, vers l'indépendance nationale, la pleine souveraineté. Nous ne pouvons pas rester là, et si on a fait bilan sur les 50 dernières années, nous on recule total. Nous on recule sur tous les sujets, même au niveau sportif, où nous avons fait un bitin, qu'on y a tout bitin là en déclin. En ce moment, il faut nous arrêter, à nous prendre nous en main et à nous dire l'État français, merci à l'image de ça qui a passé au Niger, au Mali ou bien au Burkina Faso, mais aussi beaucoup, rentrez chez vous, allez occuper des bitins à autres, laissez-nous, puisque c'est en qui malaise on a fait nous trapper. Alors, ou pas parler de ça, mais enfin, ça était dans l'air, nous, bitin tout cas créé à l'époque le MUFNLG. Mouvement d'unification des forces de libération nationale de la Guadeloupe. À l'époque, c'est le PRG qui était cangeant, chapeautait ça. Est-ce qu'aujourd'hui, là, on va penser que c'est nécessaire que nous ayons un fonds de libération en Guadeloupe? Ça obligé fait. Mais ça qui est fait dans le mouvement. Il ne faut pas que ça fait, en fait, de façon mécanique, que moi, vers aussi, là, il va dire, toi, comment nous avons habité. Non, il faut que ce soit le mouvement, et deuxièmement, il faut que le mouvement ouvrier ait une place prépondérante. Quoi, vrai? Il faut, parce que, vous savez, entrapé en discussion l'autre jour avec Bicep à l'UPLG. Nous avons suivi les démarches qu'il a faites au niveau international avec l'ONU, puisque nous connaissons ça bien, nous avons fait. Premier bitin, il a commandé devant le comité des 24, c'est qui lutte au mené et qui répression qu'a subi. Qui a mené lutte en Guadeloupe? Les organisations ouvrières. D'accord? Qui a subi répression en Guadeloupe? Les organisations ouvrières. Et donc, il faut, les organisations en Guadeloupe, ouvrières en Guadeloupe, c'est le moteur de la transformation sociale, comme dans tous les pays du monde. Aujourd'hui, là, en Argentine, qui a opposé à Bouc d'Esquem droite, là, pas au Brésil, en Argentine, c'est les syndicats. Tout partout sur la terre, c'est les syndicats qui debout avec les travailleurs. Elle va forcer faiblesse à eux. Mais si nous voulons réellement la transformation sociale et la justice sociale, il faut que ce soit le mouvement ouvrier, les revendications ouvrières et les revendications populaires qui mettent en avant. Parce que je dis là, Guadeloupe est un cas souffert. En l'eau. Alors, on vient parce que depuis le début de l'année, on reçoit toutes les organisations. Nous, représentants de l'ONG qui étaient ici, ils contre les autres, ils n'ont pas fait des... Non, après ça, vous savez ça, vous ne parlez pas le CAP, il faut écrire le CAP. Ah bon, d'accord. D'accord, il a écrit le GTG. Ouais. Vous savez, mais on a changé les premiers courriers l'arrivée. Là, moi, on a toujours on a fait très attention. À partir du moment où on a besoin de parler à quelques encablés dans l'élection électorale française, on a fait au loin. Ouais. Mais si réellement on a envie de goumer, et on a envie de parler, mais ni les revendications ouvrières, ni travailler à Goumé, l'hôpital, mais ouais, 2 ans de lutte pour réintégrer les titulaires, mais ni monde toujours debout là, ni 13 camarades qui debout là, les contractuels, négociation qu'a fait semaine là, c'est encore pour voir qui j'ai pas réintégré. Hein. Voilà des combats que nous t'écrivons en vivre les organisations politiques, entre guillemets, dit patriotiques, qu'a dit, mais nous réveillons. Et malheureusement, on dit encore, août 2021, il restait là. Hein. Ouais. Il restait là. Hein. Parce qu'on peut dire que les camarades, non, t'es courageux. Hein. Pour te rester debout là. Il y avait tout le monde qui l'a guerre. Mais heureusement, contrairement à ça, mon a dit, hein, le peuple guadeloupéen est très solidaire. Parce que pendant 2 ans, plus de 2 ans, c'est le peuple guadeloupéen qui avait soutien les organisations qui nous. Qui ban nous de l'eau, qui ban nous boire, qui ban nous manger, qui mettaient un petit argent pour nous pour nous faire essence. Hein. Pendant 2 ans, hein? D'accord? Un pays qui a été raide à tel point qu'il y a ni des camarades qui n'ont jamais fait quoi, hein? Et ni des camarades qui refusaient la réintégration alors qu'ils étaient réintégrés, ils ont dit au piquet, ils travaillent encore. Hein? Il très raide, il y a des séquelles psychologiques très raides qui restaient. Hein? Donc c'est pour ça aussi, les luttes ouvrières, il faut respecter ça. Les luttes sociales, c'est le moteur de la transformation et du progrès social. Dans toutes les civilisations humaines depuis la nuit des temps. Iloumata, merci.
Bonne année, bonne santé. Oui, quand même. Merci. Il faut qu'un peu. Ça qui est. Très en fait, nous allons prendre une petite pause et nous allons retrouver tout à l'heure directrice à l'ASFO qui a formé des jeunes Guadeloupéens et nous allons parler justement de l'éducation et de ça, il va proposer la responsabilité environnementale et la responsabilité économique et sociale. C'est bien ça? C'est ça, la responsabilité sociale. À tout à l'heure. On prend la pause. Voilà, il est 13h27 dans le ZCL News. C'est la dernière séquence. On va recevoir dans un instant, je vous l'ai dit, la directrice de l'ASFO qu'on resalue. Bonjour. Bonjour. Un peu plus tard, on va recevoir notre Mangipon. On va parler avec elle du bain des marées. Il faut bien commencer l'année. Bonjour, José. Bien bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Et là, on fait un petit focus rapidement sur le congrès sur la drépanocytose. C'était à la Creole Beach, reportage de Solène Fèvre. On regarde. C'était une conférence qu'on a nommée En route vers l'espoir, parce que l'espoir, on en a besoin. Et l'espoir arrive avec les nouveaux traitements, les nouveaux médicaments. C'est ce que nous expliquent depuis ce matin à la Creole Beach tous les professeurs de Guadeloupe et aussi de métropole qui sont venus nous en parler. Et on est content parce qu'en fait, les gens sont intéressés et on se rend compte que la science avance. J'avais une maladie qui était très très sévère, donc je faisais énormément de crises. J'ai fait beaucoup de transfusions sanguines. J'ai été transfusée toutes les 4 semaines pendant 19 ans. Donc merci aux donneurs, merci aux personnes qui donnent leur sang parce que ça m'a sauvé la vie, ça m'a fait tenir jusqu'à la guérison, c'est-à-dire jusqu'à la greffe de moelle osseuse. Et la greffe a bien fonctionné avec comme donneur ma sœur, mais comme elle n'était pas compatible, on a fait une greffe. C'était une nouveauté à l'époque. C'était la première greffe en haplo identique, donc avec un donneur qui n'est pas à 100% compatible. Ça n'avait jamais été tenté en Europe. Et donc je suis la première greffée adulte en haplo identique en Europe. La drépanocytose est en train de connaître une véritable explosion de nouveaux traitements. Nouveau traitement ne veut pas dire réussite. Et c'est là où justement il faut qu'on soit prudent. Patients et médecins pour petit à petit, grâce aux études cliniques de recherche, mais également à des suivis de registre, c'est-à-dire de pouvoir suivre les patients sous traitement dans la vraie vie, en tirer les conclusions, à la fois dans des espoirs de guérison, et puis également de mieux vivre avec la drépanocytose, avec des traitements finalement combinés, comme on l'a dans d'autres maladies où on a dans l'hypertension, le diabète, des traitements au long cours. J'ai été au bout de tout ce qu'on pouvait me proposer à l'époque. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'il y a des nouveautés et que qu'il y a plus de moyens, donc on propose de plus en plus de traitements. Et les drépanocytaires sont des personnes qui sont très courageuses et qui veulent s'en sortir, qui ne veulent pas rester malades. C'est pas une vie en fait de vivre les douleurs et d'être tout le temps en crise, de ne pas pouvoir profiter de la vie. Les interactions entre les patients et les soignants sont de plus en plus présentes et elles sont indispensables. On le voit au quotidien et en particulier maintenant, il y a de plus en plus, y compris de patients experts qui interviennent sur toutes les procédures. Et ça, c'est vraiment une réticence que nous, cliniciens, on a eu pendant des années et qui petit à petit est levée et on voit à quel point ça enrichit en fait nos expériences mutuelles. Moi, ma mission, c'est d'apporter de la formation, de leur apporter des outils aux soignants pour qu'ils puissent comprendre cette maladie, qu'ils puissent comprendre ces douleurs, qu'ils puissent comprendre les patients. Donc j'ai créé une formation qui s'appelle Au cœur de la douleur pour leur faire comprendre les douleurs et améliorer donc par ce fait la prise en charge. Voilà. Alors maintenant, on va parler un petit peu d'éducation, puisque l'ASFO, depuis plusieurs années, forme des jeunes Guadeloupéens, leur permettent de voyager, mais aussi les forme dans des directions qui sont de plus en plus appréciables, surtout dans le managering et l'e-commerce. Madame la directrice, bonne année à vous, à votre école. Merci, à vous aussi. Oui. Meilleurs vœux de santé, oui, de réussite. Oui. Voilà. Que propose l'ASFO pour l'année qui vient? Alors pour l'année qui vient, l'ASFO se propose de continuer le travail qu'on a commencé en termes d'offres de formation et puis d'accompagnement des jeunes. Au-delà de l'offre de formation, on a vraiment tout un projet d'accompagnement des jeunes sur les aspects, on va dire, limitrophes de la formation. Donc les aspects sociaux, de conditions de travail, de conditions d'éducation, etc. Donc l'objectif un peu aujourd'hui, c'est de
de vous parler de la responsabilité sociétale qu'a l'ASFO, pas en termes de responsabilité sociétale RSE pure, qui est une obligation presque pour des entreprises, mais parce que ça fait vraiment partie de l'ADN de l'ASFO, de par son statut associatif, c'est une association à but non lucratif, et puis de par la nature de ses activités. Mais comment vous mettez ça en place concrètement ? Alors concrètement, en fait, tout d'abord, tous les bénéfices que l'ASFO peut faire sont reversés automatiquement au service du projet pour les jeunes. Là, on parle vraiment du CFA au niveau de l'ASFO, du CIFAB-ASFO. Ce qui veut dire que vous avez pu constater sur les réseaux que l'ASFO est en pleine rénovation. Donc, on a effectué de nombreux travaux de rénovation et de modernisation pour améliorer les conditions d'accueil de nos jeunes. Ça, on le fait parce qu'on a des jeunes et on a une activité qui nous permet de faire rentrer de l'argent au service du projet. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux. Nous n'avons pas d'actionnaires à qui remettre des dividendes. Ça sert vraiment au service. Combien de jeunes vous accueillez chaque année ? Comment ? Combien d'étudiants vous accueillez chaque année ? Alors, environ 500. Nous avons environ 500 apprentis chaque année et nous constatons qu'au-delà de proposer de la formation, les conditions dans lesquelles on accueille le jeune, les difficultés sociales d'apprentissage, lorsqu'elles sont prises en compte, ça nous permet de meilleurs résultats en termes de taux de réussite et de taux d'insertion. Ça nous permet aussi d'avoir des jeunes avec un savoir-être qui se distingue, puisque si on se retrouve à proposer certaines formations que d'autres centres proposent, la différence va être dans ce qu'on apporte en plus des éléments référentiels. Donc je vous disais, il y a les conditions d'apprentissage, et puis je pourrais vous partager aussi une expérience qu'on vient de mener qui s'appelle Toutri. C'est une expérience, en fait, une enquête sociale qu'on a réalisée au sein de l'ASFO, et je pense qu'il pourrait être intéressante en termes de lecture des difficultés qu'il peut y avoir en Guadeloupe. Nous avons 500 jeunes qui représentent un peu c'est un échantillon de la Guadeloupe, voilà. Et on s'est demandé, mais on met en place beaucoup de choses pour limiter le décrochage, favoriser la réussite, mais on a l'impression que certains éléments sont faits en vain. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vraiment favoriser la réussite des jeunes, éviter ce décrochage qu'on peut constater malgré tous les efforts qu'on peut faire? Et donc on a mené une enquête sociale avec des professionnels qui sont venus pendant 2 mois et qui ont interrogé 300 jeunes de façon individuelle. Donc c'est pas de la masse, c'est de façon individuelle, pour comprendre qu'est-ce qui, sur le plan psychologique, en termes d'apprentissage tout simplement aussi, qu'est-ce qui peut freiner l'apprentissage. Et donc on a des conclusions qui nous font savoir qu'en fait, au-delà de mettre des heures et des heures de cours supplémentaires, les conditions sociales et psychologiques des jeunes sont le premier frein à la réussite. Absolument. Et donc ça fait partie, c'est des constats qu'on savait déjà. Mais ça veut dire que l'ASFO va se munir d'un département psychosociologique, psychosocial. Alors on y est presque, parce qu'en fait, de fait, on y est contraint. Quand on accompagne des jeunes et qu'on est au-delà de compter le nombre de contrats qu'on a signés, on est obligé de s'intéresser, mais qui sont ces jeunes qui sont parmi nous, d'où viennent-ils, qu'est-ce qui freine, etc. Donc on a déjà commencé à mettre en place des choses. On a une assistante sociale qui vient faire des permanences, mais c'est pas suffisant, parce que des fois c'est pas uniquement comment manger, comment me déplacer, ça va plus loin que ça. Il y a des situations psychologiques qui sont des barrages à l'apprentissage. Et on le savait, plus ou moins, mais on a constaté que c'était vraiment massif. Et donc ça va nous amener, les conclusions de cette enquête, à mettre en place des actions ciblées, parce qu'on peut voir même, selon les filières et les classes, donc, des tendances qui se présentent et qui sont différentes. Donc, dans un premier temps, on va déjà commencer par permettre à nos jeunes de consulter une psychologue de façon en distanciel pour déjà apaiser certaines choses. On n'a pas vocation, nous ne sommes pas un service social, mais on ne peut pas faire fi de cette situation-là. Donc on va amorcer les choses et puis se mettre en relation avec les professionnels pour, lorsqu'il y a des parce qu'il y a un problème qui se pose, et j'entends beaucoup de chefs d'entreprise qui le disent, et je vous en fais l'écho, c'est que les jeunes viennent en apprentissage, mais ne connaissent pas le fonctionnement de l'entreprise. Et c'est ça l'un des problèmes aussi. C'est vrai que c'est un problème. Après, il y a ce qu'on appelle le fait de s'adapter, parce qu'à un moment donné, on a tous
eu une période où on n'a pas connu ce que c'était que le fonctionnement d'une entreprise. Autant dire qu'autrefois, il n'y avait pas d'alternance. Hein. Voilà. On sortait des études et puis on était directement dans la vie sociale. Et ce qui va faire la différence, c'est quoi? C'est la personne. Oui. Je viens avec un diplôme, j'ai appris telle ou telle notion en cours. La différence, ça va être dans la personne. Soit elle a eu la possibilité d'avoir un environnement qui l'a stimulé en ce sens et elle peut s'adapter, soit ce n'est pas le cas. Et on constate qu'il y a beaucoup de situations dans ce cas-là. Oui. Beaucoup de jeunes dans cette situation, si je peux dire. Et donc, charge à nous d'accompagner, d'amener des éléments complémentaires pour leur permettre de trouver un équilibre. Sinon, face à l'entreprise, en effet, le savoir-être. Et des fois, je peux le constater, on peut être choqué par des attitudes concernant certains jeunes. Mais en fait, ils ne sont pas tombés du ciel, hein, ces jeunes. Ce sont des jeunes qui ont des parents, qui sont nés en Guadeloupe, qui ont grandi en Guadeloupe. Donc, c'est une responsabilité de tous. Oui. Et c'est une question à se poser. Oui. Et lorsque certains n'ont pas eu un environnement stimulant pour cadrer les codes favorable. Oui, favorable, c'est un terme plus adapté. Ben, ma foi, nous, on essaie de voir comment compenser cela. Oui. Responsabilité économique, vous avez dit aussi. Sans vous couper, favorable ne veut pas dire aisé. Hein, sur le plan économique, c'est vraiment... on le dit souvent, avant, il y avait des personnes complètement illettrées et qui ont pu avoir des enfants qui ont fait des très grandes études et qui n'ont pas eu de comportement. On peut même dire que dans le passé en Guadeloupe, c'était les enfants des milieux les plus défavorisés qui arrivaient le plus loin. On a plein d'exemples en Guadeloupe. Hein. Donc il y a le rapport à l'école. Équiper les étudiants. Tout à fait. Et le rapport à l'école, il y a le rapport à l'effort. Et il y a le rapport à est-ce que ce que je vais faire va me rapporter quelque chose. Donc c'est une éducation. Et ils sont tout à fait normaux. Et lorsqu'on prend le temps de travailler ces aspects-là, ben on voit qu'il y a des changements tangibles. Donc ça, c'est ce qu'on a fait sur le plan, par exemple, social, on va dire psychosocial. Oui. Et vous parlez de responsabilité économique aussi? Alors en termes de responsabilité économique, on dira que on a fait en sorte, en tout cas je suis arrivée il y a 4 ans et très rapidement on a fait en sorte de revaloriser par exemple les honoraires des prestataires, donc des formateurs qui interviennent chez nous. Pourquoi? Parce qu'en fait ces jeunes sont en face de formateurs et lorsque le formateur est payé de façon correcte et à l'heure, il dispense... Il est plus motivé et il dispense un enseignement motivé à la hauteur du respect qu'on lui a accordé. Et donc voilà, donc on identifie un petit peu tout ce qui peut concourir à la réussite de nos jeunes. Parce qu'on en fait, l'ASFO est une association, comme je l'ai dit, et le but n'est pas de s'enrichir, mais d'avoir un modèle économique qui nous permet de répondre aux objectifs de notre projet. Alors j'ai envie de quand même vous poser la question, comment au niveau de l'éducation, de la formation en Guadeloupe, je parlais du rectorat, etc., l'ASFO est perçu aujourd'hui. Est-ce que vous avez la compréhension, l'aide nécessaire ou est-ce qu'on dit, bon, on les laisse de leur côté? Comment ça se passe? Alors, de fait, on est dans le monde de l'éducation, donc on ne peut pas être de notre côté. On doit travailler ensemble. C'est pas toujours facile, mais je pense pas que ce soit spécifique à l'éducation. C'est pas toujours facile. On a eu des fois à lancer des formations où on a pu se retrouver un peu seul pour la mobilisation de certains jeunes. Et ça ne nous empêche pas de continuer. On a par exemple fermé le titre qui formait des jeunes responsables d'entreprises sociales et solidaires. Parce que derrière, au niveau du marché, il n'y avait pas de répondance, ça ne suivait pas. Donc on a tenu 2 ans, on n'a pas insisté, on a fait la même chose avec le ROM. Les entreprises ont joué le jeu, par contre, au niveau de la mobilisation des jeunes, on a pu difficilement collaborer pour identifier des jeunes. Mais j'allais dire, le travailler ensemble n'est pas simple. Nous, on ne s'arrête pas à ça. Et on fait de notre part. Je pense que déjà, avant de constater que l'autre ne fait pas sa part, il faut faire sa part. D'accord. Voilà. Est-ce que, c'est la dernière question, cette année, il est prévu une journée porte ouverte à l'ASFO? Oui, on a prévu une journée porte ouverte, mais surtout on a prévu des événements autour du sport. Et M. Choureau, qui vient régulièrement, aura l'occasion de vous dire qu'en avril, on organise un bootcamp qui va permettre aux jeunes d'allier sport et orientation professionnelle. Et je voulais aussi préciser, c'est vrai que c'était la dernière question, que dans ce qu'on fait pour les jeunes, il y a aussi le fait de s'ouvrir vers l'extérieur.
Oui, et c'est la raison pour laquelle nous organisons des voyages pédagogiques. Comme la jeunesse, on disait. Exactement. Et on a eu 2 voyages en 2023, même 3, hein. Il y a eu Saint-Martin, il y a eu Trinidad, on a eu des BTS qui sont allés à Trinidad, et on a eu les masters en commerce international qui sont allés en Côte d'Ivoire, qui ont fait donc le master en commerce international fera chaque année un long courrier. Donc dépaysement total, on peut avoir l'impression que on se ressemble tous plus ou moins, mais c'était vraiment un dépaysement total et j'étais vraiment ravie de les accompagner parce que ça participait aussi à une éducation et on a beaucoup travaillé sur le savoir-être et le fait de s'adapter, d'être à l'écoute d'une autre culture et des autres. Le prochain voyage, c'est quand? Alors les prochains voyages, il y en a 2 de prévus, 2 classes en tout cas partent aux États-Unis en février. Et à Atlanta, je crois. À Atlanta, exactement. Pas n'importe où. Pas n'importe où. Pour voir sur le plan commercial quelles sont les approches. Il ne s'agit pas de venir prendre pour copier, mais de voir ce qui se passe ailleurs. Sortir de l'île et puis s'enrichir. Et là aussi, on voit la différence lorsqu'ils sont en entreprise, parce que tous ceux qui sont partis sont revenus différents. Hein. Et les entreprises en témoignent. Je redis, les voyages font j'en sais quelque chose. En tout cas, Madame Bembele, merci d'être venue. C'est moi. Et puis bonne année à votre assaut. Merci beaucoup. Oui. À vous aussi. Voilà, il est 13h40, on change d'enregistrement. Tout de suite, c'est le générique de Mange Bon, c'est parti. José, bien bonjour, bonne année. Merci, on pile, bonne année. Oui. On en est 9. Oui. Nous capoter en gamme pour tout bien passé. Faire en sorte que pour la diablesse, pas venir danser en les roses avions nous. Absolument. Et en plus de ça, nous capoter mon neuf pour cabrit en nous fait bœuf. D'accord, bien. Alors, Jordan, vous avez parlé d'un bitin que vous connaissez, bien démarré. Bien démarré de la nouvelle année. De la nouvelle année. Voilà. Alors, expliquez-nous ça. Alors, comment on peut définir ça? Comment on peut définir le bien démarré? Alors, c'est un rituel de passage d'une année à l'autre. Donc, c'est un rituel qui existe depuis la nuit des temps. Depuis que l'homme est homme, il a toujours eu ce rituel en utilisant naturellement les plantes pour pouvoir avoir une action sur le quotidien, changer le quotidien, avoir une influence positive sur le quotidien. Donc, depuis que l'homme est homme, il a toujours voulu améliorer, changer sa vie, aller vers le mieux-être. Le bain des marées en Guadeloupe, ça trouve sa source naturellement dans des apports conjugués qui viennent se confronter aussi corroborer une pratique. Beaucoup de traditions, de cultures traditionnelles africaines ont ce rituel avec l'eau. Tout à fait. Voilà, ont cette triple dimension de l'eau, eau, source de vie, eau qui apporte, qui purifie, mais aussi eau qui est centre de régénération. Et on trouve ces 3 dimensions très ancrées dans le sens qu'on donne au bain des marées en Guadeloupe. Notre bain des marées a ses apports, mais on ne peut pas non plus mettre de côté les apports des cultures européennes et des cultures amérindiennes et indiennes. Donc, notre bain des marées dans le bassin caribéen, c'est un syncrétisme vraiment qui, ma foi, définit un petit peu ce qu'est un peuple qui s'est constitué d'apports parcellaires. Donc aujourd'hui, le bain des marées est une tradition culturelle, est une tradition pour certains religieuse, mythique, magico-religieuse, mais en tout cas, le bain des marées, quelle que soit la définition et l'influence, la connotation qu'on va lui donner, est quand même une pratique qui est à nous et qui existe dans l'ensemble du bassin caribéen.
Donc l'ensemble du message. Absolument. Oui. Ce que je disais, il a des définitions différentes, il a des colorations différentes en fonction naturellement, si on va lui donner plus une connotation religieuse, spirituelle, mythique, magico-religieuse, mais il fait partie des pratiques communes que l'on exerce, qu'on vit dans le bassin caribéen. Et donc on peut dire qu'elle est à la fois religieuse, culturelle, alors magico-religieuse et mythique, quelquefois. Donc c'est vraiment... naturellement, il ne s'agit pas pour de croire ou de ne pas croire. Il s'agit surtout de mettre en évidence une pratique sociologique, une pratique sociétale. Et quelle est la temporalité du bain des marées? Alors le bain des marées, il va être au début de l'année. Comme son nom l'indique. Souplesse du net démarrer. C'est pour démarrer, pour bien commencer l'année. Alors, aujourd'hui, les mouvements culturels, naturellement, les groupes APO se sont emparés un petit peu de cette pratique, mais l'ont interprété à leur façon. Originellement, le bain des marées, il se prenait de la nuit du 31 pour le passage. À minuit. Avant minuit. C'est-à-dire, on attendait minuit et c'était le passage, la bascule de la nouvelle année. Il commençait par un pèlerinage. C'est-à-dire que tout au long du parcours pour aller prendre ce bain des marées, le pèlerinage, des prières, des chansons, des incantations. On entrait dans l'eau, naturellement, sous le regard de la lune et des étoiles, avec des éléments qui sont fondateurs. Donc, des végétaux, des cives, des feuillages, mais c'est surtout reconnaître le pouvoir du cycle végétal sur nos vies. Des citrons, coupés. Donc, tu te lavais, tu te frictionnais avec ces citrons et une queue de morue. Queue de morue? D'accord. Faisait partie des éléments symboliques qui allaient constituer ce bain des marées. La queue de morue? La queue de morue avait un pouvoir. Le pouvoir malodorant chassait les mauvaises ondes. Ah, d'accord. Voilà. Et tous ces éléments, on se frottait avec, on se baignait avec, on les envoyait par-dessus notre épaule. Sans se retourner. Attention, quand on envoie, c'est-à-dire on envoie tout le négatif par-dessus l'épaule, derrière, sans se retourner, sans regarder ce qui a été négatif. J'ai oublié quelque chose. Lorsqu'il y avait des vagues, il était bon d'offrir son corps 7 fois aux vagues. Donc c'est dans la mer, c'est pas à la rivière. Alors c'est dans la mer ou dans la rivière. Idéalement, c'est une embouchure. Parce qu'il y aura le côté énergétique de l'eau salée et de l'eau douce. L'eau douce n'a pas exactement il nous faudrait du temps dans la mythologie le même pouvoir que l'eau de mer. Mais imagine-toi, quand les deux énergies sont conjuguées, dans l'embouchure, c'est vraiment le lieu idéal pour pouvoir prendre son bain des marées. Et ensuite, tu sortais, tu ne regardais pas et tu te frictionnais ton corps avec une lotion et du lait d'iris, naturellement, le lait d'iris pour son pouvoir catalysateur des bonnes énergies, des bonnes ondes. D'accord. Donc, les mouvements culturels ont gardé la philosophie. Ont gardé la philosophie à travers leur utilisation des végétaux, des plantes, des fruits. Et eux, j'ai vu, ils offrent tout ça à la mer. Donc, la philosophie a un petit peu changé, mais on garde quand même l'essence de ce bain des marées qui nous viennent de nos traditions ancestrales négro-africaines. Alors, quelle est la différence entre le bain des marées et le bain de feuillage? Alors, le bain de feuillage, tu peux le prendre toute l'année. C'est un bain où tu vas utiliser les énergies des plantes, les énergies des fleurs. Par exemple, lorsque tu vas à l'examen, on avait déjà fait cette thématique. Donc, les élèves de l'ASPO peuvent prendre un bain de feuillage. Absolument. Et je donnerai à la directrice la recette. Voilà. Mais le bain des marées, lui, il a une temporalité qui est fixe, qui est bien définie. C'est pour la bascule d'une année à l'autre. D'accord. Voilà. Et alors, donc, c'était avant minuit et on partait après minuit, c'est bien ça? Non, alors avant minuit, et au lever du jour, ma foi, tu es déjà dans la nouvelle année, tu commences, et là, on dit bon Dieu bonjour, ou alors,
une tradition. Hein. Les églises étaient ouvertes à cette époque. Et lorsque tu revenais de ton bain des marées, tu passais à l'église, les chapelles, enfin les lieux que tu avais. Culte, quoi. Les lieux de culte, ou surtout ce que tu avais, si c'est en Pied-Mango, que tu avais décidé comme lieu de culte, tu déposais tes intentions pour la nouvelle année. Mais alors, comment toutes ces pratiques ont été transmises générationnellement? Alors, elles sont transmises surtout par la pratique. Alors, par exemple, lorsque j'ai cherché des recettes de bain, je me suis rendu compte que la recette va varier naturellement de l'endroit où tu te trouves. Parce que tu vas utiliser les végétaux, les fleurs, les plantes qui sont dans ton environnement proche. Donc, si tu n'as pas de roses, forcément, ton bain des marées ne va pas inclure des roses. Donc, c'est vraiment, on se rend compte qu'il y a vraiment une pratique expérimentale de ton environnement pour constituer ce bain des marées. Et et elle se transmet par la pratique. Donc, généralement, c'est une figure féminine. C'est ma grand-mère qui parlait de ça. Les grand-mères, les mabos, les tantes, tout simplement la voisine la plus vieille du quartier, c'est elle qui détient la recette du bain des marées, qui va fièrement te la transmettre et en te la faisant pratiquer. Sur le marché aux épices de Pointe-à-Pitre, les marchandes peuvent te composer un bouquet pour ton bain des marées et j'ai vérifié. Ah bon? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le bouquet? Alors, je ne sais pas, mais quand tu demandes un bain des marées, il y a un bouquet, machin, et dans ton bain des marées, tu peux avoir des intentions différentes. Si c'est un bain des marées pour tes affaires, mais c'est aussi pour bamisser longue et t'es tranquille, on met ce qu'il faut dans ton bain des marées. Chaque bain des marées peut avoir une intention particulière. Elles sont très au fait de la chose, donc on peut les faire confiance. C'est tradit, praticienne. Et alors, il ne s'agit pas de croire ou de ne pas croire, ce sont des pratiques. Et naturellement, pour qu'une pratique ne meure pas, il faut la vivre avec les jeunes du pays Guadeloupe, il faut l'investir, il faut la transmettre. Alors j'ai envie de vous dire, à vos bains des marées, à vos bains de fleurs, à vos bains de feuillage pour le succès, et puis nous capoter en gamme pour cabrit en nous fait bœuf. Merci José. Madame Dembélé, vous avez compris la signification du bain des marées? Bien sûr. Qui vient de l'Afrique, c'est le principe de se purifier. Après, c'est vrai qu'en Afrique, ça va être davantage sur des passages d'un état à un autre plutôt que la nouvelle année. Avant, après un enfant, enfance, adolescence. Mais c'est pas tout à fait le même bain. C'est pas tout à fait c'est différent. C'est le principe, de la. Mais c'est le centre de régénération. On va garder ce principe-là. Voilà, il est 13h53, c'est la fin du ZCL News. Je rappelle en début de cette émission, on a reçu Madame Nago Lambert et Madame Rachel Nago. Toutes ces deux personnes sont victimes aujourd'hui d'une tentative d'expropriation de leurs 50 hectares de terre par une famille de Béquet dans la région de Goyave. Elles ont expliqué un peu les raisons de leur déplacement et surtout les motifs de cette affaire qui remonte à 1921, puisqu'elles ont expliqué que depuis 1921, leur grand-père avait un territoire, un terrain, et aujourd'hui, par des artifices juridiques, une famille de la région de Goyave essaie de s'approprier ce terrain. On a vu, d'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure en off avec Domota, puisque dans la région de Daubin, c'est exactement la même situation avec un autre Béquet. Justement, on a reçu Elie Domota avec lui, qui est porte-parole de LKP. On a fait un peu le bilan de ses actions, mais surtout le prévisionnel. Il a donné rendez-vous le 20 janvier. Il y aura une grande manifestation où on va soutenir Haïti, mais il y aura d'autres interventions. Et puis, on a reçu la directrice générale de l'ASFO, Mme Penda Marie Dembélé, avec elle on a vu un petit peu comment l'ASFO progressivement s'intéresse non seulement à la vie scolaire et éducationnelle des élèves, mais aussi progressivement commencer à jouer un rôle social sans être une assistante sociale, mais c'est nécessaire dans la mesure où aujourd'hui les étudiants ont besoin d'un accompagnement à la fois au niveau de l'enseignement, mais aussi au niveau du social, parce que la situation a beaucoup changé par rapport il y a 30 ou 40 ans. Et puis avec José Turlepin, comme d'habitude, mais c'est l'habitude, on a parlé du bain des marées, le bain des marées dans toute sa dimension magico-religieuse et aussi culturelle nécessaire. Et on sait, la semaine dernière, nous avons vu des organisations, des groupes à peau qui ont fait le bain des marées à leur façon, et petit erreur ils ont fait, parce qu'il faut le dire, ils ont fait le bain des marées
démarrer après minuit, alors qu'en réalité, le démarrer se fait avant minuit, le 31, et se termine. Non, pas avant minuit, c'est-à-dire tu attends les derniers souffles du 31 pour la bascule. Pour basculer le lendemain. Sinon, au niveau de l'actualité, le congrès de la DREPAD, on en a parlé. On a vu Maître Bernier à 2 reprises. Maître Bernier, qui est avocat de la famille Lambert à Goya, puisque vous savez, à Olamantin, vous savez ce qui s'est passé, cette famille qui avait été dépossédée d'un terrain et d'une maison surtout, et qui s'est réappropriée. Hier, il y a eu l'affaire passée au tribunal, et le bailleur, semble-t-il, a été condamné à réparer les ex-locataires, mais il y aura encore un appel sur cette question. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On vous remercie. Demain, on se retrouve à 12h30, mais avant, on vous donne le proverbe du jour en créole, peut-être pas bien trop lourd pour mettre à y. Effectivement, proverbe du jour, mon tête est peut-être à peut pas le pour mettre à. Il y a un proverbe du même. Il y a le même bitin à cet été. Voilà. T'étais pas bien trop lourd pour l'estomac. Voilà, exactement. Proverbe créole en temps en temps. C'est Oudalia qui nous propose ça. On est mercredi 10 janvier. On se donne rendez-vous demain, le 11 janvier. On vous remercie de votre attention. Bonne journée à vous. Toujours pareil. Surtout, faites attention sur les routes.